Ce n'est pas tous les jours qu'un trésor monétaire arrive au musée des Beaux-Arts de Lyon. Dans ce carton, des traces de la vie des hommes il y a 1700 ans. Les archéologues viennent de découvrir cette amphore pleine de monnaie romaine sur le tracé de l'autoroute près de Villette-Danton. François Planet et Roger Loxerrois font partie de l'équipe chargée de l'étude. Première vue, on est quand même face à un trésor de la fin du IIIe siècle. C'est quand même assez extraordinaire. Et les effigies sont très lisibles, les textes aussi, on va pouvoir tout déchiffrer. Puis là, regarde, il y a quelques piles apparemment. Effectivement, oui. On a l'impression que les monnaies ont été déposées en piles dans l'amphore. On va voir si on peut essayer d'extraire une monnaie. Peut-être celle-là là-bas, tiens. Ouais. Ouais, effectivement. L'étude d'un trésor peut permettre des choses très diverses en fait. Soit essayer de relier le contexte d'enfouissement du dépôt monétaire en fait à son contexte historique. Bon, ça c'est le point habituel. Mais on peut également avoir des nouveautés quant à l'histoire de la monnaie elle-même, c'est-à-dire sur les phases de sa production, sur les époques où elle circule, où elle ne circule pas, enfin toute une série de considérations de faits monétaires et économiques. On a encore énormément de choses à apprendre sur les monnaies romaines. On arrive à les dater le plus souvent, on peut être encore plus précis. Les grandes inconnues sont encore de savoir les quantités produites, le rythme suivant lequel c'était produit, et surtout l'utilité de la monnaie au quotidien. Ça reste une grande inconnue, puisque malgré les trésors ou les sources écrites, on a très très peu d'informations sur ces thèmes qui sont pourtant essentiels. Au nom des dieux immortels, moi, Romulus, je me proclame roi de cette cité. Sur le sol, j'ai délimité son enceinte. Quiconque la traversera sera le bienvenu. Mais celui qui aura des armes devra mourir. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, Rome emprunte à la tradition étrusque l'habitude de couler des gros lingots monétaires de bronze. Chaque lingot pèse près de 1 à 2 kilos. On utilisait couramment le métal estimé au poids dans les échanges. Peu après, les Romains coulent des grosses pièces en faible quantité. Mais il n'y a pas encore de système monétaire. On vérifie le poids de chaque monnaie au moment des échanges. La Grèce est en plein essor et la monnaie née en Orient se répand. Le développement du commerce et de l'artisanat dans les villes rend nécessaire un système de paiement simple et pratique. Chaque cité crée ainsi sa propre monnaie. C'est avec l'arrivée des colonisateurs grecs au sud de l'Italie que l'habitude d'utiliser la monnaie va se développer dans la péninsule. Au début, les colons grecs, comme ceux de Paestum, utilisent les pièces de leur cité d'origine. Puis, lorsque leurs besoins augmentent, ils décident de frapper leur propre monnaie. Au cours du IIIe siècle, ces monnaies vont se répandre jusqu'à Rome. Les Romains vont progressivement frapper des monnaies d'argent et de bronze en utilisant les techniques et les talons traditionnels grecs. Ces premières monnaies portent l'indication Roma. La ville se fait connaître par son atelier monétaire.
Rome étend son pouvoir en Italie mais se heurte à Carthage, qui devient sa grande rivale pour la domination de la Méditerranée occidentale. In pochi anni Annibale ha conquistato tutta la Spagna, non con la sola forza e con le armi, ma con sottile diplomazia. Un uomo di questa tempra non lascerà che le Alpi lo prendano in trappola. Annibale, i nostri viveri stanno per finire. Gli uomini sono stanchi e intirizziti. Quanto ancora potremo resistere? Avrei marciato col mio esercito per mezza Europa e sarei accampato su queste montagne se avessi un altro mezzo per impedire a Roma di invadere la nostra terra? La Seconde Guerre punique oppose Hannibal à Rome. Les deux empires vont mobiliser toutes leurs ressources dans ce combat. Dans l'Antiquité, rarement une guerre aura été si longue et si coûteuse. La levée des troupes et la construction d'une flotte obligent Rome à créer un système monétaire nouveau, basé sur une nouvelle pièce d'argent. C'est la naissance du denier. Le système du denier devient la monnaie de la République. Il est produit massivement. Le motif de base représente les Dioscures. C'est une évocation des jumeaux Castor et Pollux, auxquels les Romains vouent un culte officiel. Des monnaies de bronze sont frappées avec une proue de navire. On les appelle les as. Et vous, les sénateurs, vous êtes le cœur de Rome. C'est par votre voix que le peuple s'exprime. Parlez pour que le monde vous entende. Cherchons à grandir de plus en plus et à nous étendre. Le budget de l'État est sous le contrôle du Sénat. Les lettres SC marquent son autorité. Les réserves d'argent étaient conservées à proximité du temple de Saturne sur le forum. L'atelier monétaire devait ressembler aux ateliers d'orfèvre. Fabrication des flancs, frappe du métal, puis peser des pièces. L'opération de peser est importante puisque la valeur de la monnaie est encore déterminée par son poids de métal. La frappe des monnaies est contrôlée par 3 magistrats nommés chaque année. La charge de monétaire était assurée par les riches romains au début de leur vie politique. C'est leur signature qui permet de dater chaque pièce. Par exemple, nous savons que Lucius Papius a exercé sa magistrature en 79 avant Jésus-Christ, donc cette pièce a été frappée à Rome à cette époque. Chaque monétaire choisit le modèle de pièce qu'il va frapper. Certains monétaires associent à leur nom la puissance des dieux comme Jupiter ou comme Pan. D'autres rappellent les constructions auxquelles leur famille a contribué, comme ici un aqueduc. Ou plus simplement, ils représentent le buste de leurs célèbres ancêtres. Tout au long du second et du 1er siècle, Rome conquiert l'ensemble du bassin méditerranéen. La Grèce et l'Espagne, l'actuelle Turquie, et surtout la Gaule et l'Afrique du Nord. Lors de chaque conquête, les trésors sont rapportés à Rome. Ils sont refondus et frappés et viennent grossir le stock monétaire disponible. Si l'on peut estimer à 200 tonnes le stock d'argent monnayé dans la première moitié du second siècle, celui-ci croît régulièrement pour atteindre les 1200 tonnes 100 ans plus tard.
Les généraux romains se constituent des fortunes considérables et s'arrogent le droit de frapper monnaie, jusque-là détenu par le Sénat. Le fils du grand Pompée célèbre ses victoires maritimes en faisant figurer un phare au revers de ses deniers. César célèbre ses victoires africaines en faisant figurer un éléphant qui écrase un serpent, ou les symboles de son pouvoir religieux. César finira même par frapper de l'or, métal traditionnellement réservé aux dieux. La monnaie est alors devenue symbole et moyen de pouvoir. Octave est l'héritier et le fils adoptif de César. Il bat les légions et la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre à Actium. Cette victoire lui donne les pouvoirs absolus. Il prend le titre d'Auguste et met un terme à l'anarchie politique et monétaire. C'est le début de l'Empire romain. La frappe monétaire est mise au service de la propagande impériale. Les monétaires n'ont plus le droit de faire figurer leur nom. On retrouve souvent les mêmes textes sur les pièces et sur les monuments. Tout est bon pour célébrer l'empereur. À Rome, l'atelier monétaire est installé sur la colline du Capitole. Le système monétaire de l'Empire est celui mis en place par Auguste. Il restera en vigueur pendant 250 ans. L'échelle de valeur est valable dans tout l'Empire. Il se compose de 4 pièces principales. Un auréus d'or, un denier d'argent, un sesterce de laiton et un as de cuivre. Il existe aussi des divisionnaires qui valent la moitié ou le quart de leur pièce de base. Le deuxième grand atelier de l'Empire est à Lyon pour frapper l'or et l'argent des Gaules. Mais les décisions sont centralisées et viennent de Rome. Tous les ateliers doivent frapper les mêmes types de monnaie. Le musée des Beaux-Arts de Lyon conserve une grande quantité de monnaie produite dans la capitale des Gaules. Alors les types monétaires lyonnais sont variables en fonction des métaux, alors que sur l'or et l'argent, on a des types assez proches de ce que l'on peut trouver à Rome. Sur le bronze, en revanche, on va retrouver la représentation du célèbre Hôtel des Trois Gaules, ce monument, cet édifice qui a été élaboré en 12 avant notre ère pour célébrer Lyon, capitale des Trois Gaules. À l'époque de Néron et ensuite à l'époque de Vespasien, la marque de l'atelier de Lyon sera un globe placé à la pointe du cou de l'empereur. Alors l'atelier monétaire, comme dans la plupart des cas, n'a pas été retrouvé. Certains pensent qu'il était sur la colline de Fourvière, d'autres sur les pentes de Croix-Rousse, à proximité de l'hôtel fédéral, à proximité des instances politiques qui avaient en charge la capitale des Trois Gaules. Toutes les monnaies de qualité aux époques antiques ou postérieures sont imitées dès qu'elles sont d'excellente qualité. C'est le cas de la monnaie lyonnaise. Voici donc 2 monnaies au type de l'hôtel des Trois Gaules. La première est le prototype, donc un as frappé sous l'empereur Tibère. Le second est un exemplaire qui imite le premier. S'agit-il d'individus qui cherchent à spéculer? S'agit-il de tribus ou de peuplades qui cherchent à se créer une monnaie avec un type qu'elles connaissent bien? On ne le sait pas encore. Georges de Perrault est chercheur en numismatique. Nous l'avons accompagné en Italie.
Comme le Colisée, beaucoup de monuments romains ont été reproduits sur les monnaies. Des monuments sur les monnaies parce que ça permettait d'une part de célébrer la richesse, la construction et l'urbanisme romain, mais également ça permettait de faire connaître l'ensemble des constructions que l'empereur édifiait, et chaque fois qu'il édifiait un nouvel édifice, il le faisait figurer sur ses monnaies, mais ça permettait également de montrer à quel point dans tout l'Empire romain, il y avait des symboles urbanistiques forts dans lesquels chacun se retrouvait. Et même si tous les habitants de l'Empire n'allaient pas automatiquement au Colisée, ils avaient une idée de ce que pouvait être la ville de Rome. C'est-à-dire qu'ils servaient à plusieurs titres de vecteurs de propagande. Nous avons toute une gamme des constructions romaines qui nous sont soit imparfaitement parvenues comme le Cirque Maxime, soit au contraire qui ont complètement disparu. Et pour l'étude de l'architecture et de l'évolution de l'architecture à Rome, on utilise bien souvent des représentations monétaires. C'est aussi le cas des ponts romains sur le Tibre, qui ont aujourd'hui presque disparu. En quelque sorte, les monnaies étaient un vecteur d'image comme le furent récemment les cartes postales. Puisqu'elles voyageaient et pourquoi pas servaient de modèle aux architectes qui construisaient en province un certain nombre de bâtiments similaires. Les pièces constituent un véritable journal officiel de l'Empire. Le réalisme de la gravure permet de suivre les changements physiques de l'empereur, comme ici pour Néron, qui grossit. Voici Septime Sévère. On peut reconstituer sa dynastie avec son épouse Julia Domna et ses deux fils, Caracalla et Geta. C'est Caracalla qui lui succédera. Voici Adrien. Il est possible de suivre sa visite dans les provinces de l'Empire. D'abord, l'Arétie, où il passe en revue ses troupes. Il se rend ensuite en Afrique, réserve à blé de l'Empire, et offre un sacrifice aux dieux. Il rentre enfin à Rome en galère et distribue de l'argent à la population. Pour déterminer la date d'émission d'une monnaie, on se sert du texte inscrit sur le pourtour qui énumère les titres de l'empereur. Imp Imperator, empereur. Traiano, c'est son nom, Trajan. Og, il est Auguste. C'est là le surnom traditionnel des empereurs. Guerre, il a reçu un titre à la suite de ses victoires sur les Germains. Dac, puis sur les Daces. PM, il est pontife Maxime, c'est-à-dire qu'il est chef de la religion romaine. TRP, il a reçu la puissance tribunicienne qui représente ici le pouvoir civil. Cos 5, il a été 5 fois consul. Et PP, il a enfin reçu le titre de père de la patrie. Cette pièce d'or a donc été émise après l'acquisition par Trajan de tous ses titres, en l'occurrence entre 103 et 111 de notre ère. Dans les rues, sur les marchés, la population était sensible aux motifs gravés sur les monnaies. On dit qu'un homme à qui on proposait une pièce de Néron lui a préféré une de Trajan, bien que celle de Néron ait plus de valeur. Le peuple porte ainsi un jugement sur le message politique. Néron était un dictateur sanguinaire, alors que Trajan était un bâtisseur apprécié. C'est lui qui a construit ce grand marché. Il abritait plus d'une centaine de boutiques. Donc ici, nous sommes dans le marché de Trajan, construit au début du second siècle de notre ère. Ce marché avait pour vocation de rationaliser un petit peu la distribution de certaines marchandises,
Donc avec Trajan, nous sommes au milieu de la grande période de l'Empire romain. C'est le moment où le stock monétaire est le plus abondant, le plus diversifié. Et donc à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on construit des marchés qui sont la concrétisation architecturale d'une économie monétaire. Pour que le marché remplisse pleinement sa fonction, il faut qu'il y ait un stock monétaire extrêmement homogène. Trajan va s'employer à le rendre extrêmement homogène, premièrement en refondant toutes les monnaies et en évitant ainsi la circulation des monnaies anciennes qui sont devenues légères par l'usure, et d'autre part, il va réintroduire dans la circulation monétaire le stock d'or et d'argent qu'il a pris au Dace lors de ses conquêtes. Donc à partir de Trajan, le stock monétaire est composé de monnaies toutes neuves, de même style, de même poids, extrêmement homogène, et c'est vraiment l'époque de plénitude économique de l'Empire pour le siècle qui va suivre. Le commerce est florissant et les échanges entre les provinces sont intenses. Des itinéraires comme celui-ci, qui était peint sur un mur de Rome, aident les voyageurs à se repérer dans le gigantesque empire. Les bornes qui jalonnent les voies romaines permettent d'estimer toutes les distances dans la même unité de mesure, le mille. C'est la même chose pour la monnaie. Même si certaines régions continuent d'utiliser des frappes locales, avec un denier, on peut aller partout. C'est l'unité qui permet de comparer les valeurs et de payer les dépenses dans tout l'Empire. C'est la première grande monnaie universelle de l'Occident. L'éruption du Vésuve a arrêté les habitants d'Herculanum et de Pompéi dans leurs activités quotidiennes. La monnaie est partout. Dans les échoppes qui bordent les rues, près des meules et du four d'un boulanger, dans la boutique d'un riche marchand de vin, et bien sûr, chez le banquier. L'abondance de monnaie a rendu nécessaire l'apparition de banquiers changeurs. Iucundus était l'un d'entre eux. Sa demeure, située dans les beaux quartiers de Pompéi, était richement décorée. Iucundus était l'un des riches banquiers de Pompéi. Comme ses confrères, il pratiquait le prêt, mais il pratiquait également le change de monnaie et il pratiquait la vérification de la qualité des espèces monétaires. Le banquier pesait et vérifiait le métal des pièces pour éliminer les faux. Il changeait les pièces anciennes ou celles encore frappées en Orient. Il pouvait aussi fournir de la petite monnaie. Enfin, il scellait les sacs de bonne monnaie avec des étiquettes à son nom. Il n'y a pas de banque d'État. Iucundus était un banquier privé, il avait une fortune personnelle et il s'enrichissait en la faisant fructifier. On a retrouvé toutes les tablettes de bois sur lesquelles Iucundus notait ses prêts. Sur chacune, on retrouve son nom, le nom de l'emprunteur, la date ainsi que la somme prêtée. Ces tablettes nous permettent d'entrevoir le rôle économique des banquiers d'affaires. Généralement liés aux ventes aux enchères, les prêts représentaient plusieurs centaines de monnaies d'or. Dans une taverne comme celle-ci, les habitants d'Herculanum pouvaient acheter avec les pièces de monnaie de bronze ou d'argent le vin et la nourriture dont ils avaient besoin chaque jour. Ici, le vin coûtait peu cher, on en trouvait de différentes qualités à des prix tout à fait abordables. On pouvait avoir un pichet pour un as, 2 as, voire un sesterce qui permettait d'obtenir un vin d'excellente qualité. Mais on pouvait aussi dépenser son argent ailleurs, au lupanar par exemple.
En gros, on peut dire que la monnaie était lancée dans la société par le biais de distribution d'État, soit de distribution aux militaires, soit aux fonctionnaires de l'État. Il y avait les dons impériaux qui permettaient de lancer dans la population et la société de grosses quantités d'argent. Il y avait un groupe de salariés, bien entendu, et surtout un groupe de commerçants. Et par ce jeu de salaire, de commerce, d'achat et de vente, la monnaie se distribuait dans toutes les couches de la société. L'écart des fortunes était considérable. Il y a des maisons richissimes comme celle des Vétilly, comme les grandes demeures du type de celle de Jucundus, mais en même temps, nous avons une population servile, d'esclaves, d'employés de maison, dont nous retrouvons les habitations ici, qui au contraire étaient à l'autre bout de l'échelle sociale. Donc tout le monde avait des monnaies dans la poche, aussi bien les petites monnaies de bronze qui servaient à acheter le pain et les boissons courantes, que de la monnaie d'or qui servait pour les gros échanges et pour les grosses transactions. Le système monétaire mis en place par Auguste ne va pas survivre à la grande crise du IIIe siècle. À la suite des guerres civiles, une nouvelle pièce est créée, l'antoninien. L'antoninien vaut 2 deniers mais ne pèse qu'1 denier et demi. La population n'est pas dupe et commence à stocker les bonnes monnaies d'argent, c'est-à-dire les plus anciennes. À partir de ce moment-là, l'inflation gangrène l'ensemble du système monétaire. Le refroidissement climatique du IIIe siècle amène les populations du nord et du centre de l'Europe à chercher asile dans l'Empire romain. Des raids barbares sont lancés sur les principales villes. Pour assurer leur défense, les Romains enrôlent de nouvelles légions, édifient des fortifications et lancent des contre-offensives. Ils financent toutes ces dépenses par l'impôt et de très importantes frappes monétaires. Plus la situation est grave, plus les ateliers monétaires frappent. Si on prend comme référence les frappes des années 220, période de calme monétaire, la production est multipliée par 4 à partir de 240, au début des invasions, et ne va cesser de croître. Au plus fort des luttes contre les envahisseurs, vers 270, elle sera multipliée par 60. Durant cette période, on produit des pièces de plus en plus légères et qui contiennent de moins en moins de métal précieux. 30 ans séparent ces 2 antoniniens. Le premier contenait 47% d'argent et le second seulement 3%. Une considérable perte de valeur. Confrontés à cette situation, les particuliers enfouissent les monnaies en attendant des jours meilleurs. La majorité des trésors monétaires découverts datent de cette période. Le trésor de Villette d'Anton commence à livrer ses secrets. Les 9310 pièces ont été répertoriées. Leur étude statistique permet de chiffrer avec précision la production monétaire à la fin du IIIe siècle dans l'atelier de Lyon. Alors ça, c'est le fameux lot de monnaies dont tu m'as parlé. Tout à fait, c'est ce lot de 606 monnaies issues de la même paire de coins. Et qui date? Qui date donc de la 12e émission lyonnaise. Ces monnaies ont été frappées au cours du premier semestre 294. Alors ça représente 1 heure ou un peu plus d'une journée de travail d'un graveur et d'un monétaire de l'atelier de Lyon. Ces monnaies proviennent d'une ponction faite directement dans l'atelier ou dans un organisme qui en est proche. Elles ont été produites dans un laps de temps très court et elles sont liées par des liaisons de coins aux autres monnaies composant le trésor. Quand on étudie un trésor, on essaie de retrouver les pièces frappées par les mêmes coins. Il suffit de superposer les images des pièces pour voir si tous les détails de la gravure sont identiques. Quand la superposition est parfaite, il s'agit d'une liaison de coins. Le nombre de coins va permettre d'évaluer le nombre de pièces produites par l'atelier. Le trésor de Villette d'Anton permet d'estimer la production lyonnaise de l'année 294 à 10 millions de pièces. On a franchement produit des quantités astronomiques de monnaie et c'est très certainement pour ça qu'on en trouve autant. Durant toute cette période,
durant toute cette période de la fin de l'Antiquité, on a affaire à un système de production industrielle, même si c'est l'artisanat, ce n'est pas la production mécanique, on a affaire à un système de production de très grande quantité de monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut l'étudier qu'à la condition d'avoir un très gros trésor, d'être près d'un atelier monétaire et d'avoir des circonstances qui permettent de conserver l'intégralité du trésor. On va pouvoir mieux comprendre à quel point l'économie est monétarisée, mieux cerner l'importance des frappes et mieux comprendre le fonctionnement du budget romain grâce à des études et des trésors de ce type-là.